Bonjour à tous. Alors j'appelle mes camarades à venir sur scène pour participer à cette réflexion sur le numérique responsable. Donc on a une responsabilité importante, je pense que Gilles Babinet l'a dit avec beaucoup de précision, en tant que responsable informatique, pour amener les entreprises à utiliser au mieux la ressource numérique pour résoudre les problèmes et le faire avec une agilité technique qui est propre des professionnels du métier du numérique, mais également avec un souci collectif de faire fonctionner l'entreprise par rapport aux défis contemporains actuellement. Je vois qu'il y a un doute dans la salle là, sur le timing, c'est ça, non? D'accord. Donc mais la table ronde numérique, c'est maintenant? Ah, d'accord. Alors, voilà. C'est pas grave, c'est du direct. Hein. Non. Donc on reviendra tout à l'heure avec les autres pour parler du numérique. Donc je fais quoi maintenant? Parce que là, j'ai pas mon prompteur. Hein, Retour d'expérience. Alors voilà, d'accord. Eh bien, pardonnez-moi, hein, j'ai été enduit avec de l'erreur, mais c'est pas grave. Donc, j'ai compris que vous deviez nous expliquer quelque chose sur lequel moi, je n'ai pas travaillé avec vous. Donc, vous êtes complètement responsable de votre contenu. Et eh bien, je vous laisse le micro. Voilà. Mais on engage directement le débat sur la DSI responsable. Je reste là. Ah, mais je reste là, donc il faudra voir avec mon agent, parce que si j'en fais plus, c'est plus cher, il faut faire attention. Hein. Bon, eh bien, allons-y. CLS, oui. Bonjour à tous. Donc je me présente, Perrine Desmond, je suis chargée RSE chez CLS. Je vais vous présenter un petit peu plus le groupe dans ma présentation. Mais du coup, moi, je viens de vous parler de la mise en place de notre stratégie RSE. Tout le déroulement de la mise en place de cette stratégie. Et bon, quel est le rapport? Vous allez vous demander quel est le rapport avec le numérique et le numérique responsable. En fait, le dernier gros chantier qu'on a lancé dans le cadre de cette stratégie RSE, c'est justement la mise en place d'un plan d'action numérique responsable. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter un petit peu l'entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc nous, on est basé à Ramonville, on est une entreprise locale. Donc je reviendrai sur le pilotage de notre démarche RSE. Vous aurez une petite chronologie sur les points clés de la démarche qu'on a mise en place. Je vais vous parler de notre contribution aux objectifs de développement durable, qui sont vraiment la feuille de route pour tous les responsables RSE. Je vous parlerai également du concept de société à mission. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept, mais c'est un nouveau statut que les entreprises qui sont engagées en matière de RSE peuvent adopter. Et dans ce cadre-là, je vous parlerai un peu de tout le reporting qu'on fait dans le cadre de notre démarche, le reporting extra-financier. Quels sont les challenges qu'on a en 2022 en RSE. Et je finirai par la présentation de la démarche numérique responsable qu'on a mis en place en 2022. Donc CLS, donc on est une filiale du CNES, donc ça veut dire collecte localisation satellite pour ceux qui ne connaissent pas. On a été créé historiquement par le CNES en 1986, donc on a plus de 35 ans d'expérience. Et aujourd'hui, le CNES n'est plus actionnaire majoritaire, mais on est quand même situé juste à côté de leurs locaux, donc à Ramonville. Et on a 5 secteurs d'activité principaux. Le secteur d'activité historique, c'est l'environnement et le climat. Donc avec le suivi d'animaux, avec des balises Argos. On a donc 4 autres secteurs d'activité qui se sont développés au fil du temps. Donc la gestion durable des pêches, les énergies et infrastructures, la mobilité et la sécurité maritime. Donc, si vous avez des questions, je pourrais répondre, mais bon, ce n'est pas l'objet de ma présentation, mais c'était un peu pour que vous compreniez quel est notre domaine d'activité
et du coup que vous compreniez aussi du coup le rapport avec notre démarche RSE, comment on l'a déployé en adéquation avec ce domaine d'activité. Donc il y a 4 ans maintenant, CLS s'est doté d'une vision. Je vais vous la relire. Donc CLS, c'est une entreprise mondiale qui est fédérée autour d'une passion: imaginer et déployer des solutions spatiales pour comprendre et protéger notre planète et gérer durablement ses ressources. En fait, cette vision, elle a été co-construite avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, c'est les prémices aussi de notre démarche RSE. La volonté, c'était vraiment d'inclure toutes les parties prenantes et donc tous les salariés en interne pour construire cette vision. Il y a des valeurs aussi d'entreprise qui ont été définies à cette occasion-là. Donc ça, c'est vraiment la base en fait de notre démarche RSE. Donc les 3 valeurs qu'on s'est fixées, qui sont déclinées en sous-valeurs bien sûr, c'est l'engagement, l'agilité et la confiance. Et donc, pour mettre en place cette démarche RSE, en fait, elle est préexistante à mon arrivée, puisque moi, donc, j'ai le poste de chargé RSE depuis 3 ans maintenant chez CLS, presque 3 ans. Mais donc, avant mon arrivée, il y a eu la nomination d'un responsable RSE, et chez nous, c'est un petit peu particulier, parce que la RSE est rattachée à la direction juridique. Donc, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Je ne sais pas si vous êtes familier avec d'autres personnes qui travaillent en RSE, mais bon, des fois, la RSE peut être rattachée soit au département RH, communication, enfin voilà, c'est variable. Donc ensuite, la seconde étape de la mise en place de cette équipe, de cette démarche, c'était donc la mise en place d'une équipe, avec l'identification de différents salariés qui étaient engagés sur ces volets donc, de responsabilité sociétale de l'entreprise, et identification du coup d'interlocuteurs en transversal dans toutes les business units de l'entreprise. Et enfin, la concrétisation du pilotage de cette démarche, ça a été la création d'un poste de chargé RSE. Du coup, là, c'est là que je vais intervenir pour piloter de manière plus précise cette stratégie, pour sensibiliser les équipes en interne, pour mettre en place différentes actions et donc pour embarquer l'ensemble des parties prenantes, aussi bien en interne qu'en externe, sur toutes les actions qu'on met en place dans le cadre de cette démarche RSE. Donc, pourquoi une démarche RSE? Il y a vraiment différentes justifications et nous, c'était en rapport avec notre cœur d'activité, mais en fait, c'était la suite logique de beaucoup d'actions qui avaient été déjà mises en place chez CLS. Donc, en fait, avoir une démarche RSE assez poussée, c'était agir en accord avec l'ADN de notre entreprise, parce que comme je vous ai présenté notre cœur d'activité, en fait, on a un cœur d'activité, on aime bien dire pro-planète, parce qu'en fait, nos activités répondent en fait à beaucoup d'enjeux qui sont directement RSE, et la protection notamment de l'environnement est au cœur de nos activités. Donc en fait, c'était vraiment la suite logique de traduire en action interne mais aussi externe cet ADN de l'entreprise. Mais adopter une démarche RSE, c'est aussi sécuriser des parts de marché. En fait, c'est un vrai avantage concurrentiel dans le cadre d'appels d'offres. Je vois qu'on est de plus en plus sollicité pour répondre à nos actions en termes de responsabilité sociétale, environnementale. Donc, c'est aussi s'ouvrir l'opportunité d'accéder à de nouveaux financements. C'est aussi agir dans le sens de l'innovation, qui est quelque chose de très important pour nous. Donc, en termes d'image et réputation de l'entreprise, effectivement, c'est incontournable aujourd'hui d'avoir une stratégie RSE structurée. Mais aussi en interne, c'est important parce que ça permet de créer une vision commune pour tous les employés. Et on voit aussi que c'est maintenant un facteur d'attractivité des talents forts et de rétention des talents aussi, puisque ça permet de maintenir la motivation des employés au quotidien, qui vont avoir cette notion de sens au travail qui est d'autant plus décuplée qu'ils voient les efforts que l'entreprise peut faire donc en matière RSE et toutes les actions qui sont prises, non pas seulement en rapport avec l'activité de l'entreprise, mais aussi en interne. Donc ça, je vais développer un petit peu par la suite. Donc, je vous ai remis un peu la chronologie de la mise en place de notre démarche RSE. On a eu un premier audit ESG, donc environnemental, sociétal et de gouvernance, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet acronyme, dès 2014, donc avec notre actionnaire précédent.
Et cette démarche RSE, elle s'est vraiment concrétisée avec l'adhésion au Global Compact. Bon, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est par la suite, mais le Global Compact, ça fait référence à cette grande initiative internationale qui est en rapport avec l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable, qui sont vraiment la ligne de conduite que peuvent suivre les entreprises. Ce sont 17 objectifs de développement durable que les entreprises peuvent prendre comme feuille de route pour évoluer dans le bon sens, aussi sur des problématiques sociales, sociétales, de gouvernance, environnementale. Donc en parallèle, on a lancé un projet transformatif en interne donc qui nous a permis justement de construire cette vision que je vous ai présentée tout à l'heure, qu'on peut appeler aussi notre raison d'être, puisque, bon, ça je vais vous l'expliquer, mais dans le cadre de la loi Pacte et le statut de société à mission, en fait, on s'est rendu compte que la vision qu'on s'était construite, elle correspondait également à notre raison d'être en tant que société à mission. Et donc ce projet transformatif interne d'entreprise, comme je vous le disais, il a vraiment inclus l'ensemble de nos parties prenantes. Ça nous a permis de nous réorganiser et d'affiner notre stratégie RSE. Et donc la suite logique, ça a été de proposer notre premier reporting environnemental donc dans le cadre toujours de ce Global Compact et de ses objectifs de développement durable. Donc pour ceux qui sont familiers, je ne sais pas si ça vous parle, mais on parle de DPEF, donc c'est de la déclaration de performance extra-financière, donc c'est vraiment le reporting extra-financier. Et en 2020, donc l'année où je suis arrivée, en fait, on a lancé le processus de transformation de la société pour qu'elle adopte le statut de société à mission. Donc ça, c'est dans le cadre de la loi Pacte de 2018 qui proposait aux entreprises d'adopter ce statut. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a quelques entreprises assez connues qui ont adopté ce statut dans les 2 dernières années. Et donc en fait, l'adoption de ce statut de société à mission, c'est vraiment la concrétisation de notre démarche RSE. Et ça nous engage, puisqu'on a rédigé des objectifs qu'on a introduits dans nos statuts. Donc c'est vraiment marqué noir sur blanc dans nos engagements. Donc on a modifié nos statuts en mai 2021 pour déclarer notre statut de société à mission au registre du commerce. Donc voilà, c'est officialisé et ça nous oblige à rendre des comptes sur ce statut donc, de société à mission qui veut que, en fait, pour simplifier, la société s'engage à non pas seulement agir pour le profit, qui est forcément une des raisons d'être de la société, mais aussi pour un but plus grand, au service de la société, que l'on s'est déterminé, que l'on a défini dans notre vision, mais aussi dans nos engagements statutaires. Donc c'est quand même des engagements assez forts qui vont venir impacter le business au quotidien. Donc, je vous parlais des objectifs de développement durable donc, qui font référence au pacte mondial ou Global Compact. Et en fait, c'est la particularité de CLS, c'est que nous, notre activité, elle contribue à près de 90% des revenus de notre activité contribuent à ces objectifs de développement durable. Donc, c'est quand même assez rare. Et bon, pour une chargée RSE comme moi, ça facilite les choses aussi d'une certaine manière, puisque en fait, notre cœur d'activité répond directement aux objectifs de développement durable. Donc les efforts à faire pour être en conformité avec ces objectifs sont plus réduits que pour une entreprise dont le cœur d'activité va directement à l'encontre de ces objectifs. Donc là, je vous ai remis un petit peu un panel de nos activités qui vont répondre aux objectifs de développement durable. Donc vous voyez que c'est quand même très très varié. Et c'est une classification en fonction de nos domaines d'activité. Donc on voit que par exemple la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, c'est un gros enjeu pour nous puisque ça représente 57% de nos activités, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui est plus le développement des villes, des communautés durables, mais aussi la lutte contre la pauvreté et les partenariats mondiaux pour la réalisation des objectifs de développement durable. Et en fait, il y a 17 objectifs de développement durable en tout, et CLS répond déjà à 13 d'entre eux. Et notre but, c'est de répondre le plus possible à cet agenda 2030. Donc, on voit que on est sur le chemin d'une contribution la plus grande possible à ces objectifs. Donc, ça, c'est ce qui concerne nos activités, vraiment le cœur d'activité de l'entreprise. Mais il y a aussi tout le volet pratique interne.
comment l'entreprise peut contribuer par ses pratiques au quotidien à ses objectifs, à l'agenda 2030. Et ça, c'est un volet sur lequel les chargés RSE ou même les salariés en général peuvent beaucoup plus agir au quotidien parce que c'est indépendant du cœur d'activité d'une entreprise. Donc là, je vous ai remis les quatre grands secteurs dans lesquels on contribue aux ODD. Donc vous voyez qu'on a encore, même en interne, sans parler de nos activités proprement parlées, on a une contribution assez forte, encore une fois, aux ODD. Donc en ce qui concerne la gouvernance, ça fait référence à tout ce qu'on fait sur le plan de la lutte contre la corruption, des partenariats en général pour le développement durable. Mais il y a également tout le volet capital humain, donc là qui fait plus référence à toutes les politiques RH, au bien-être des salariés en interne, au quotidien, aux conditions de travail décentes, à l'égalité homme-femme. Tout ça, c'est des choses qui sont à l'agenda 2030. Il y a également toutes les relations avec les parties prenantes, la consommation responsable, ce genre de problématiques, mais aussi l'environnement, puisque donc on a, nous, le volet environnement dans le cœur de notre activité, mais il y a aussi tout ce qu'on fait au quotidien pour la préservation de l'environnement en général, de notre environnement. Et ça passe par des actions comme la consommation ou la production d'énergie renouvelable, des modes de consommation responsables, et même la lutte contre le changement climatique en faisant attention à notre empreinte carbone au quotidien, à l'empreinte carbone de nos infrastructures. Donc voilà, ça vous recense un petit peu toutes les actions qu'on a prises dans ce domaine-là. Et donc, je vous parlais du fait que CLS est société à mission depuis mai 2021 maintenant. Donc, je vous ai remis nos engagements statutaires, donc ceux qui sont aujourd'hui écrits dans nos statuts. Ils sont au nombre de 4. Et en fait, on a vraiment divisé notre vision en 4 piliers. On a vraiment décortiqué cette vision, cette mission ou cette raison d'être, on peut l'appeler de différentes manières, en 4 piliers. Donc, le premier pilier, c'est la planète. Je ne vais pas vous les relire, mais comme ça, vous les avez sous les yeux. Vous avez peut-être une meilleure idée de ce que c'est des objectifs statutaires dans le cadre de l'adoption du statut de société à mission. Et donc, le premier objectif, c'est planète. On a également le deuxième objectif qui est plus tourné sur l'organisation, sur les valeurs qu'on s'est mises en place en interne. Notre troisième pilier, ça va être l'innovation, puisque c'est quelque chose de très important pour nous pour aller dans le sens de la croissance durable. Et enfin, le quatrième pilier, c'est l'humain, puisque toutes les valeurs de bien-être au travail, de tolérance, d'épanouissement des collaborateurs ont une grande importance chez CLS, et donc on a souhaité mettre cet objectif en avant. Et donc on voit que même dans nos engagements statutaires, je vous ai remis les petites vignettes des objectifs de développement durable. On essaye toujours d'agir en concordance avec cet agenda 2030 et on a même identifié des objectifs de développement durable auxquels nos engagements statutaires répondaient. Et donc, toujours, j'insiste un peu sur l'agenda 2030 parce que c'est vraiment notre feuille de route. Le fait de passer en société à mission, ça aussi... ça a engagé CLS à, dès qu'on développe des nouveaux marchés ou qu'on souhaite développer une activité déjà existante, on se pose toujours la question de l'impact que ça va avoir justement en fonction de l'agenda 2030 et en fonction des objectifs de développement durable. On pèse vraiment toujours les impacts que nos futures activités peuvent avoir. Et donc, si ça vous intéresse, tout là, ce que je viens de vous présenter, c'est regroupé dans ce fameux rapport dont je vous parlais tout à l'heure, la DPEF, Déclaration de performance extra-financière, qu'on appelle aussi la communication sur le progrès. Ça, c'est le terme qui est utilisé dans le cadre du Global Compact. Mais c'est le même document. Et en fait, c'est un document qui est public. C'est une obligation de publier les 5 dernières versions sur notre site Internet. Et vous pouvez le retrouver sur le site internet de CLS si vous avez envie de retrouver tout ce que je viens de vous présenter. Et vous aurez même encore plus de détails sur tout ce qu'on fait, sur les actions qui sont... c'est mis à jour tous les ans, donc comme ça vous aurez peut-être des choses un peu plus actuelles si ça vous intéresse. Et voilà, on a dans ce rapport aussi toute une série de KPIs, d'indicateurs clés de performance qui vont suivre notre progression RSE.
et qui vont nous permettre de suivre nos progrès chaque année et de voir quelles ont été les avancées, sur quel sujet et comment on peut encore mieux progresser. Voilà, c'est vraiment la feuille de route qu'on suit tous les ans et qu'on actualise tous les ans. Et donc dans ce rapport, on va retrouver les grands challenges qu'on s'est fixés en RSE pour 2022. Donc déjà, c'est l'actualisation de la liste de nos enjeux et risques extra-financiers, puisque en fait, dans le pilotage d'une démarche RSE, il faut identifier ces enjeux et ces risques, mais il faut aussi les mettre à jour tous les ans pour s'assurer que voilà, ils évoluent et qu'ils sont toujours en adéquation avec l'activité de l'entreprise. Un autre challenge, c'est de faire vivre notre mission, puisqu'on s'est fixé des objectifs et qu'on doit répondre désormais d'un comité de mission dans le cadre du statut de société à mission. Bon, ça, je pourrais vous en parler si ça vous intéresse, mais ce n'est pas non plus le sujet aujourd'hui. Un autre challenge, c'est l'internationalisation de notre démarche RSE, parce qu'on est quand même un groupe international, on a 36 sites dans le monde, on est vraiment présent sur tous les continents. Donc, on a besoin de développer cette démarche RSE à l'ensemble de nos filiales. Et il faut que ce soit en harmonie avec la démarche globale du groupe. Donc, c'est aussi un challenge qu'on doit relever chaque année. Et enfin, le challenge à venir, c'est vraiment de se préparer à l'évolution des réglementations, et notamment européennes, de reporting extra-financier. Parce qu'il y a une directive là, qui va arriver d'ici 2024, c'est la CSRD, je ne sais pas si certains sont familiers, mais voilà, ça va remettre en cause toute la taxonomie qui est déjà en place, et ça va faire que beaucoup plus d'entreprises seront soumises à cette obligation de reporting extra-financier. Donc il faut se préparer, puisque ça va aussi changer la manière dont on fait le reporting extra-financier, notamment en regroupant les problématiques financières et extra-financières. Donc, il va y avoir beaucoup de changements en termes de périmètre aussi de ce rapport. Donc, ça va être un nouveau challenge. Et le challenge qui nous anime là, cette année, qui est un chantier à part entière, c'est notre démarche numérique responsable. Donc, on a lancé en 2022. Et pour mettre en place une démarche numérique responsable, ce qu'on a commencé par faire, c'est de signer la charte du numérique responsable, donc, que vous connaissez peut-être, de l'Institut du numérique responsable. Et je vous ai remis le petit lien si vous n'en avez pas encore connaissance. Et en fait, on s'est servi de cette charte pour mettre en place notre plan d'action en interne sur le numérique responsable, parce qu'on est convaincu que c'est vraiment un axe de progrès important pour toutes les démarches RSE, mais pour nous en particulier. Je vous ai remis un petit peu les grands axes de cette charte pour le numérique responsable. Donc, elle concerne l'environnement. L'idée, c'est de faire tout pour optimiser les outils numériques qu'on utilise, limiter leur impact et leur consommation. Mais c'est aussi de permettre leur accessibilité. Donc, il faut que les offres numériques qu'on développe, les offres de services, qu'elles soient accessibles à tous, qu'elles soient inclusives, mais aussi durables. En termes d'éthique, il faut évidemment que nos pratiques numériques restent éthiques et responsables. Dans le cadre de la démarche numérique responsable, il faut également penser à la résilience, à la transparence, à la lisibilité de tout ce qu'on fait en rapport avec le numérique. Et il faut privilégier l'émergence de nouveaux comportements et valeurs qui sont en conformité avec cette charte. Et donc, nous, on a mis en place notre plan d'action là, cette année sur le numérique responsable. Donc, comment on a fait un petit retour d'expérience pour ceux qui souhaitent se lancer, qui ont ça en tête pour leur propre entreprise, peut-être. Ce qu'on a commencé par faire, c'était déjà de recenser tout ce qui était déjà mis en place. Donc nous, par exemple, je peux vous donner un exemple. Sur le numérique responsable, ce qu'on faisait déjà, là, ce que j'ai mis en place depuis un an et demi maintenant, c'est le don de matériel informatique inutilisé. Donc beaucoup de laptops, d'écrans, d'ordinateurs fixes également, qui n'étaient plus utilisés parce qu'ils ne correspondent plus aux critères dont nous, on a besoin en interne, au quotidien, mais qui sont encore fonctionnels, qui peuvent tout à fait être encore utilisés, notamment par des associations. Donc en fait, on a fait beaucoup de dons de matériel informatique à des associations en local qui en avaient besoin pour leur activité au quotidien. Donc ça, c'était une action qui était déjà mise en place bien avant la formalisation de cette démarche numérique responsable. Donc ça nous a fait un socle déjà pour recenser tout ce qui était déjà fait.
Ensuite, on a cherché à identifier les actions qu'il fallait qu'on mette en place et quels objectifs on pouvait se fixer et à quel horizon. Donc à chaque fois, l'idée, c'est de mettre en place des objectifs qui ont une durée temporelle qui est fixée, d'avoir des objectifs mesurables, chiffrés, pour pouvoir ensuite mesurer nos progrès. Donc ça revient aux indicateurs clés de performance dont je vous parlais dans notre rapport de reporting extra-financier. Et ensuite, on a classé ces objectifs selon les priorités, puisque en fait, il y en a beaucoup, hein, comme il y a quand même 5 grands axes dans cette charte du numérique responsable. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié quelles étaient nos priorités, quelle échéance on voulait donner à ces objectifs. Donc, pour éviter de se lancer dans toutes les directions, en fait, pour vraiment prioriser et d'abord réaliser les objectifs qui nous paraissaient le plus pertinents pour CLS. Et pour réussir à atteindre ces objectifs, il a fallu identifier des interlocuteurs en interne, donc notamment dans la DSI, vous vous en doutez bien. Et c'est là qu'on reboucle avec le sujet du jour, puisqu'en fait, on a évidemment besoin de la DSI pour mettre en place cette démarche du numérique responsable. Et ça fait qu'en fait, on va travailler vraiment conjointement sur cette démarche. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce que je viens de vous exposer. Ça faisait peut-être beaucoup d'informations d'un coup. Écoutez, moi je vais vous poser la première question. Vous soulignez que la RSE dans votre organisation dépend de la direction juridique. Moi je trouve que c'est terriblement transversal comme activité. Et comment vous travaillez avec les autres directions sur une base régulière? Est-ce qu'il existe un comité qui permet de la RSE, qui permet de travailler avec les différentes directions, notamment la direction des systèmes d'information? Alors c'est vrai que c'est un peu inhabituel que la RSE soit intégrée à la direction juridique. Donc moi je travaille au quotidien avec la direction juridique, parce que je suis aussi juriste de formation, donc c'est aussi pas un hasard. Ouais. Et aussi parce que tout un volet de mes missions, c'est la compliance. Donc c'est tout ce qui lutte contre la corruption. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que je suis intégrée à cette équipe-là. Mais évidemment, au quotidien, je vais travailler avec toutes les autres directions d'entreprise, avec les RH, avec le responsable HSE, avec la DSI. Et effectivement, on fait des points réguliers sur nos sujets communs, notamment à l'occasion du reporting extra-financier où on a des indicateurs à revoir ensemble, on doit faire les points d'avancement sur nos sujets communs. Et donc, dans les faits, effectivement, moi, c'est un poste plus transversal, voilà, où je vais travailler au quotidien avec l'ensemble des directions. Alors, ma deuxième réaction, c'est que on voit bien que vous avez la chance, vous l'avez souligné, d'être dans une entreprise dont les finalités sont très proches des objectifs généraux que l'on peut avoir aujourd'hui de responsabilité sociale et environnementale. Tout le monde n'a pas cette chance. Hein. J'aimerais que vous nous disiez comment le personnel de l'entreprise se sent mobilisé par cet objectif. Quelle énergie finalement il en retire, parce qu'on a tous besoin et envie d'être motivés compte tenu de l'ampleur de la marche d'escalier à franchir d'ici 2030 et 2050. Et comment on fait le lien et comment vous utilisez cet effet de levier qui est que vous êtes dans une entreprise par vocation vertueuse pour créer un élan, une dynamique et une exemplarité? Alors en fait, je dirais que c'est un peu à double tranchant parce que donc, d'un côté, effectivement, on est dans une entreprise qui, de fait, est déjà engagée notamment pour la protection de l'environnement. Donc, on fait face à un public, à des collaborateurs déjà engagés, déjà sensibilisés à la question environnementale, à la question sociale et sociétale. Mais effectivement, c'est aussi à double tranchant parce qu'ils vont être plus exigeants dans les actions que veut prendre l'entreprise. Ils vont nous pousser justement à faire toujours mieux. Donc, il faut trouver le juste milieu entre... justement, quand on se compare avec l'ensemble des entreprises et l'ensemble des actions RSE qui sont prises par les entreprises, on est plutôt en avance. On a une démarche RSE structurée, on fait quand même beaucoup d'actions au quotidien de sensibilisation. Mais du coup, on a aussi ce côté très exigeant des collaborateurs au quotidien qui vont énormément nous challenger et nous en demander toujours plus. Mais bon, je dirais que c'est quand même dans l'ensemble une boucle de rétroaction vertueuse. Voilà. Est-ce que vous échangez avec d'autres entreprises de la région
Oui, alors je fais partie de plusieurs cercles d'échange, notamment dans le cadre du Global Compact. Ouais. On a un cercle d'échange de toutes les entreprises en Occitanie adhérentes du Global Compact. Et je fais aussi partie d'un cercle d'échange des responsables RSE d'Occitanie dans le cadre de l'association Planète RSE. Très bien, ben, merci. Est-ce que vous avez des questions particulières? Moi, je trouve que c'est assez jubilatoire hein, de voir une entreprise qui est complètement cohérente dans sa mission, ses objectifs et son fonctionnement interne. Je dis que tout le monde n'a pas cette opportunité-là. Est-ce que vous sentez, vous, dans vos organisations, la possibilité de vous rapprocher de ce qui apparaît vraiment comme un modèle? Oui, alors une question, est-ce que si les activités de CLS ne contribuaient pas directement à la démarche RSE, vous pensez que l'entreprise se serait quand même engagée dans sa mission et aurait nommé un responsable RSE, etc. Comment vous voyez les choses si ça n'était pas l'objet de l'entreprise que d'adresser tous ces sujets environnementaux et sociétaux? Alors oui, je pense que dans tous les cas, l'entreprise aurait fait cette démarche, donc d'adopter, de structurer cette démarche RSE, puisque en fait, il y en a plein des entreprises dont le cœur d'activité n'a rien à voir avec l'environnement, avec les problématiques sociales ou sociétales, mais qui structurent quand même leur démarche RSE. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit le développement tout simplement des obligations législatives. Il y a de plus en plus de demandes. Bon, nous, c'est un peu particulier parce que notre reporting extra-financier, on le fait de manière volontaire, mais c'est aussi une manière en fait, d'anticiper les risques et de se préparer à l'évolution législative, puisque un jour, on sera sans doute soumis à ces obligations-là. Donc, non seulement, voilà, c'est des questions d'image d'entreprise, de réputation, mais aussi de limiter les risques juridiques, tout simplement. Donc, je pense que peu importe quel était notre cœur d'activité, cette démarche RSE se serait structurée. Après, c'est sûr que ça n'aurait peut-être pas été aussi facile. Il y aurait sans doute eu plus d'obstacles, mais elle serait arrivée dans tous les cas. Je pense que vous avez raison de souligner le problème de la compliance, parce que si vous suivez de près, alors vous avez parlé de la taxonomie, tous ces éléments, il y a une intense activité législative au niveau du Parlement européen, qui va évidemment se traduire dans les législations nationales dans les années à venir. Il y a le plan européen Green Europe, avec un objectif qui est Fit for 55 en 2030. L'objectif est de réduire de 55% les émissions de CO2 de l'Union européenne, tous secteurs confondus, par rapport à 1990 en 2030. Et à ces objectifs-là sont assortis un certain nombre de contraintes. Et tout ceci va être distillé dans la réglementation, la législation nationale, assez rapidement. Donc, je note votre pragmatisme et votre souci d'anticipation, parce qu'il est vrai que travailler dans ces directions-là et aller systématiquement screener tous les éléments de compatibilité avec les objectifs environnementaux, c'est ce que chaque entreprise doit faire, quel que soit son secteur d'activité. Alors évidemment, dans d'autres, la marche sera plus haute, parce que l'activité de base est moins vertueuse, mais il faut bien comprendre qu'il y a, et merci de l'avoir souligné, qu'il y a un vrai changement. On est passé de l'intention, qui a été réflexion environnementale pendant des années, à l'obligation juridique. Et l'Union européenne là-dessus est très en avance sur la plupart des autres continents. Parfois, on lui reproche. Je pense qu'en tant que citoyen, on ne peut pas le regretter. Et donc, il y a un vrai travail de mise en conformité. Ce qui voudrait dire que vous devriez aider toutes les entreprises à mettre en place une démarche analogue. Est-ce que vous faites un peu, enfin, vous le faites avec les autres entreprises qui sont dans une logique de RSE, mais pas encore avec celles qui ne le sont pas? Alors c'est sûr, mais justement je vous parlais de ces cercles d'échange qu'on a. Donc nous, comme généralement CLS, c'est quand même assez avancé par rapport aux autres entreprises que je rencontre. C'est un vrai retour d'expérience et ça me permet d'échanger avec eux les bonnes pratiques et justement de les aider aussi, eux, à se lancer sur leur démarche. Et je pense que justement, comme en fait souvent les rencontres qu'on fait, on en parle sur les réseaux sociaux, donc forcément ça attire l'attention aussi peut-être d'autres entreprises qui ne sont pas encore engagées dans leur démarche RSE.
Donc, ça doit aussi les pousser également à s'engager et à mettre en place cette démarche. Excusez-moi, j'ai une question du public sur Internet. Un étudiant curieux qui pose la question, alors je la reformule, mais est-ce que ton engagement, Perrine, dans les sujets de la RSE était une ambition et une volonté personnelle ou un souhait de ta direction que tu t'intéresses à ce sujet ? Ah non, c'est une volonté personnelle. En fait, je suis arrivée dans l'entreprise pour ce poste. Donc, c'était un souhait personnel totalement. Après, c'est vrai que là, c'était particulier parce que je suis juriste et intéressée par la RSE. Donc, je correspondais bien au profil qu'ils recherchaient. Mais en fait, c'est notre directrice juridique qui a impulsé cette démarche RSE. Donc, elle qui était déjà en interne. Mais moi, c'était une volonté personnelle et c'est des convictions personnelles. Donc apparemment, tu as fait rêver les étudiants. Je pense qu'il y aura des propositions à CLS. Voilà. Merci beaucoup, on s'arrête là. Merci à tous les deux, on peut les applaudir. Merci.